Bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. C'est assez symbolique effectivement de parler de séries temporelles vu le thème de Brestcamp cette année. Donc l'idée effectivement aujourd'hui durant cette session, c'est de voir un peu comment on peut collecter et exploiter des données temporelles au travers d'une plateforme donc TIC que je vais vous présenter et de Grafana. Mais en fait, avant, j'aurais revenu un peu retour en arrière, comme moi il y a quelques années, quand j'ai voulu à la maison surveiller en fait de la température, l'humidité, de la pression à mon domicile. J'ai cherché un peu une solution pour le faire. Je pouvais effectivement faire tout from scratch avec du Python, du Postgre, et ainsi de suite. Et puis je me suis dit, il y a sûrement des choses qui existent et qui sont plus simples à faire. Il y a forcément une solution de monitoring, mais je ne voyais pas me lancer dans du Nagios et compagnie à l'époque. Donc j'ai un peu continué à chercher et par hasard, je suis tombé sur InfluDB. Donc j'ai essayé en fait là durant une première démo de refaire un peu cet effet Wahoo que j'ai eu en fait. On va le faire à travers un cas qui est assez simple. Donc il y a un site qui s'appelle blockchain.info qui met à dispo quelques stats sur le blockchain. Donc l'idée finalement c'est de reconstruire grosso modo ce dashboard, en tout cas d'y représenter les données. Et donc à travers, on a plusieurs pages. Donc là, ça c'est le résultat. Pour ça on a, je sais pas si, oui très bien. Pour ça, en fait, ils mettent en place une API qui est toute simple. La première donc, permet d'avoir le cours du blockchain suivant différentes monnaies. Donc, et le second cas, en fait, met à disposition un certain nombre de statistiques autour de l'activité de la blockchain. Donc, c'est à chaque fois, c'est des tableaux JSON, donc c'est un truc très simple à récupérer et donc qui me sert très bien pour mon exemple. C'est bon, oui, toujours, oui. J'en ai plus besoin. Hop là. Donc pour faire tourner ma petite démo, bon, j'ai fait un fichier Docker Compose qui est très simple. J'ai un service InfluDB qui va donc être ma base qui va stocker toutes mes données temporelles. J'ai la partie Telegraph en fait qui va être l'agent qui va récupérer mes données, qui va les stocker dans InfluDB. Donc la partie capacitor qui est requis pour la partie chronographe, qui est toute la partie visualisation. On rentrera dans les détails des logiciels après. C'est juste pour vous présenter les grands composants. Donc j'ai rien fait de trop. Et puis puis mon chronographe. Oui. Et puis des volumes pour stocker les données. Rien de transcendant. Sur la partie code, j'ai vraiment deux exemples très simples qui sont donc en Python. Je récupère, j'utilise la librairie blockchain qui est fournie par blockchain.info. Je récupère juste, donc ça, ce premier cas, c'est je récupère les taux de change en fait du Bitcoin. Et en sortie, en fait, je vais créer un élément qui est une ligne sur lequel en fait je vais donner ce qu'on va appeler un measurement, donc qui est une sorte de table au sens InfluDB du terme. Je vais lui donner des tags, donc des métadonnées. Donc en l'occurrence, c'est une currency qui est le dollar américain. Et ensuite, en fait, je vais donner le cours d'achat et le cours de vente du Bitcoin dans cette valeur-là. Donc un truc très simple. Et après, derrière, j'ai juste un print de cette ligne. Et donc Telegraph pourra la récupérer et l'injecter dans InfluDB. Le deuxième exemple que j'ai, il est à peu près dans le même... Il est à peu près dans du même acabit, en fait, sauf que là, c'était le grand tableau JSON où il y avait plein de données différentes sur la blockchain. Donc je le récupère et ensuite je prends le dictionnaire de ces informations-là, je le mets sur un format JSON et que j'affiche. Et en fait, après, dans Telegraph, en fait, j'ai juste défini deux lignes, enfin un peu plus. Deux lignes, donc c'est ce qu'on appelle un plugin donc exec, donc c'est-à-dire que je peux exécuter mes propres commandes et dans lequel en fait je fais juste exécuter les deux scripts que j'ai fait. Donc pour le premier en fait, donc celui sur les taux de change, je lui dis juste où est-ce qu'il est situé, donc l'exécuter avec Python 3. Je lui donne un timeout, un petit suffixe qu'on retrouvera un peu plus tard, et je lui dis que le format de la donnée c'est au format influ. C'est donc ce fameux où j'ai ma table, mes tags et mes valeurs sur une même ligne.
Le deuxième exemple, donc même principe. Donc je lui dis quel script utiliser. Et là, la seule différence, c'est que je lui dis, bah, tiens, télégraphe sachant interpréter directement du JSON. Donc je lui dis, bah, tiens, cette fois-ci, ce format-là, enfin ce fichier-là, la sortie de ce fichier-là est au format JSON, donc tu peux le récupérer directement. Hop, et voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai lancé mes conteneurs, hop, on va arriver ici. Donc en fait, on va arriver dans Chronograph, qui est l'instance de visualisation des données qui sont dans une flux DB, que pour l'instant, je n'ai absolument pas configuré, qu'on va faire rapidement. Hop. Donc ça, c'est bon. Hop. Hop, voilà, merci. Ça marche pas? Non, qu'est-ce que j'ai raté? C'est pas grave. Et à ce stade-là, normalement, je devrais pouvoir... En fait, à partir du moment où j'ai déclaré une connexion en fait, à une flux DB, Chronograph va mettre à disposition un premier jeu de dashboard sur l'hôte en question. Et donc ça, c'est juste en fait, dans le fichier telegraph.conf que je ne vous ai pas montré complètement, il déclare par défaut qu'il récupère des métriques système. Et pour un Chronograph, c'est les interpréter, les récupère et propose des dashboards prêts à l'emploi sur le hôte, pour déjà vous donner un premier jeu de stats sur l'hôte, sur lequel vous faites tourner vos données. Ensuite, on a une partie Data Explorer en fait, où on va pouvoir visualiser les données qui sont stockées dans une flux DB et commencer à faire des graphes. Hop là, donc là, ici, en fait, j'ai retrouvé, donc je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai créé une base Breascamp qui va stocker toutes mes données. Ici, donc là, tout ce qui est CPU, disque I/O, etc., c'est donc les fameux plugins qui sont activés par défaut dans Telegraph et qui remontent des données sur l'hôte. Et après, on va retrouver donc les données qui sont liées à mes deux scripts dans ces tables-là. Après, on voit dynamiquement que je peux récupérer donc, des valeurs qui sont là en l'occurrence les tags que j'avais positionnés tout à l'heure, donc la fameuse currency en dollars. Et ensuite, j'ai récupéré donc, mes valeurs de champ, donc, qui sont donc, soit la partie cours d'achat ou cours de vente. Et je peux du coup avoir déjà un premier effet. Juste par autocomplétion, en fait, on peut déjà très facilement voir nos données et commencer à interagir avec. C'est bon, oui. Oui, pas très bien. Et je ne peux pas changer le thème, il est que noir. Je suis désolé. Après, alors du coup, ouais, tant pis. Du coup, en fait, après, donc on a cette première phase exploratoire de données, mais qui est juste exploratoire. L'idée après, finalement, c'est de pouvoir créer des dashboards. Donc, je vais en faire un rapide. Où on va retrouver, on va reconstruire en fait la requête comme on l'a fait tout à l'heure. Hop. Là, par exemple, je vais prendre rapidement mon cours. C'est ça. Vous voyez, oui, pas du tout. C'est moche. C'est très moche. Et bon, je fais un truc très simple. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez. Ouais, non, oui, pas du tout. En fait, vous avez donc du coup fait un autre exemple. L'idée, en fait, c'est pareil. Donc, à travers le dashboard, on peut présenter de différentes façons, donc sous forme de graphes, de forme de chiffres, sous forme d'histogrammes. Enfin, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs représentations par défaut qui existent et qui nous permettent déjà d'interagir avec les données. Je pense pas que ce serait moche. Bref. On va essayer de la montrer quand même. Ensuite, pareil, toujours dans Chronograph, en fait, on peut commencer à dire OK, donc j'ai commencé à grapher mes données, j'ai des dashboards qui commencent à se présenter, et dans ce cas-là, je peux commencer à vouloir définir des niveaux d'alerte. On va essayer juste de le présenter. Et là, pareil, en fait, je vais me retrouver avec un assistant qui va pouvoir me dire, par rapport à des requêtes qui existent, ou la requête que je vais construire, au-delà de certains seuils, au-delà de certains... du coup, je ne vais pas le faire, parce que vous n'allez pas le voir, ça sert à rien.
Mais rapidement, en fait, vous allez pouvoir définir pour une certaine requête, définir si c'est au-delà d'un certain seuil ou en dessous d'un certain seuil, ou si en comparant, mettons, la valeur actuelle à la valeur d'avant, ou une valeur antérieure, et ainsi de suite, vous allez pouvoir définir des comportements et dire, là, si je dépasse cette valeur ou si je suis en dessous de cette valeur, à ce moment-là, j'émets des alertes. Les alertes, vous allez les retrouver par mail, par Slack, ce que vous voulez, il y a tout un nombre de plugins qui sont disponibles et qui permettent de récupérer les alertes et d'interagir avec la plateforme. Okay. Donc l'idée, là, effectivement, donc même si finalement vous ne l'avez pas très bien vu, j'en suis désolé, c'est vraiment de voir qu'en fait, finalement, à partir d'un code très très simple, et en faisant vraiment juste quelques éléments de configuration, on peut très vite exploiter ces données, avoir un premier effet waouh normalement, et de dire tiens, ok, j'ai mes données, je peux interagir avec, je peux commencer à creuser, à les manipuler, à compléter éventuellement, aller chercher d'autres données et à enrichir en fait ces dashboards au fur et à mesure. Bien. Donc voilà. Donc les séries temporelles, pour revenir un peu après cet effet démo, revenir un peu, prendre un peu de hauteur, finalement les séries temporelles, en fait, c'est une donnée où la notion temporelle est vraiment une dominante, où la notion temporelle est dominante ou significative. En caricaturant un peu, finalement, on pourrait dire que c'est la clé primaire de vos données. C'est un peu l'objet qui est là, c'est de dire vous avez un timestamp, et à ce timestamp, vous allez accrocher un certain nombre de données de votre choix. Et c'est vraiment cette liaison forte qui fait qu'aujourd'hui, on va parler de séries temporelles. Et pour les données, en fait, on va pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut, dès lors que c'est lié à une captation temporelle. Donc ça peut être des cours de bourse, comme un peu ce qu'on vient de faire. Ça peut être des relevés de température, dans le cadre de santé, de météo, ou je ne sais pas quoi. Ça peut être des évaluations de vos stocks, de vos commandes, ainsi de suite. Ça peut être des actions utilisateurs, des capteurs IoT, du monitoring, vraiment tout ce que vous voulez, dès lors que c'est lié à une contrainte, entre guillemets, temporelle. Typiquement, récemment, j'ai travaillé chez un grand acteur de la publicité qui a des vélos en libre-service, qui au départ graphait ses locations avec du RD Tool classique. Après, là, on avait fait la présentation, et après, ils l'ont mis dans InfluDB et Grafana. Ils ont eu un résultat en tout cas plus sympa et plus de fonctionnalités. Mais du coup, finalement, dans ces données-là, en fait, vous allez avoir que des données qui vont être liées à une captation temporelle. Vous n'allez jamais y mettre des référentiels ou je ne sais pas quoi. Donc finalement, les séries temporelles, en fait, elles vont être le cas d'usage le plus courant, même l'exclusif. Ça va être dès lors qu'on va travailler autour des métriques ou d'événements. Ces métriques et ces événements, finalement, c'est une donnée textuelle, au sens interprétable, lisible par tout le monde, qui va être soit brute ou interprétée. Donc ça peut être soit la température de votre CPU, c'est une donnée brute. Par contre, si vous commencez à dire, tiens, je récupère la somme des codes HTTP que j'ai eu sur cet événement-là, ça va être une donnée interprétée. Donc traduisant un fait ou un ensemble de faits, et donc récolté sur des intervalles de temps réguliers. Hop. Donc finalement, les métriques et les événements, donc ça va être ce que je disais, donc ça va être des codes HTTP, soit des nombres de requêtes HTTP. Hop. Ah non, pas encore. Reviens. Pourquoi il me fait ça? Reviens. Où est-ce qu'il est? Reviens. Hop. Ça, je l'ai déjà. Non, je l'ai là. Donc, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ce sont des événements. Pas tout et n'importe quoi. Ça peut être des trucs très système, comme des trucs très métiers. Enfin, vraiment, il n'y a aucune limite au type d'événements que vous pouvez stocker. Voilà. Les avantages et inconvénients des métriques ou des événements, donc en général, c'est optimisé pour le stockage. On peut les conserver sur une très longue durée. Par ailleurs, des mécanismes d'échantillonnage. Donc, par exemple, vous allez dire sur du monitoring d'un système, dire par exemple, sur la journée, je récupère les données toutes les 10 secondes. Par contre, vous n'allez pas vouloir garder cet échantillonnage de toutes les 10 secondes sur une année. Ça vous fait trop de données. Donc, du coup, il y a des mécanismes
qui vont pouvoir du coup, dégrader entre guillemets votre donnée en gardant des. Vous allez dire par exemple au-delà d'une semaine, je garde toutes les minutes, au bout d'un mois, je garde toutes les heures, et ainsi de suite. Donc il y a tous ces mécanismes d'échantillonnage qui peuvent apparaître. Et cet échantillonnage, il existe aussi au moment du requêtage. Quand vous allez demander par exemple l'ensemble des données sur une année, par exemple, si vous voulez faire des graphes sur un an, vous n'allez pas chercher à représenter l'ensemble des points. Le système va finalement vous donner des tendances en faisant un peu des raccourcis, mais vous donnant donc une image qui est fidèle à la réalité, mais sans avoir à récupérer et à exploiter tous les points du système. Globalement, il est indifférent à l'activité. C'est-à-dire que contrairement à une activité, contrairement à un système de log classique où chaque appel HTTP, vous avez une entrée de log, là, vous allez avoir des objets qui vont être beaucoup plus réduits en taille et qui, globalement, si vous tracez juste l'ensemble des codes HTTP sur une heure, que vous ayez un appel HTTP ou 5 millions, ça fera juste la valeur de votre métrique qui sera égale à 1 ou à 5 millions. Vous n'aurez pas 5 millions de lignes. Donc du coup, ça peut être beaucoup plus il y a un effet stockage qui est beaucoup plus prévisible que des systèmes de log, par exemple. Les métriques sont beaucoup plus adaptées aux opérations, puisque l'idée, finalement, c'est à partir de ces données de pouvoir faire des opérations de sucre, soit des opérations mathématiques, ou d'avoir et l'idée, à partir de ces opérations, de pouvoir en faire des alertes ou de faire du profilage pour déterminer le bon fonctionnement, par exemple, de vos systèmes. L'inconvénient, dans la mesure où finalement ça va être un métrique, c'est qu'il peut vous manquer du coup toute une notion de contexte ou un détail lié à pourquoi il se passe cette action-là à ce moment-là. Donc finalement, vous allez pouvoir avoir des symptômes, mais vous n'allez pas forcément avoir une vue détaillée qui va vous dire pourquoi votre système part en cacahuète à ce moment-là. Vous allez juste pouvoir le constater de par les métriques, mais vous n'aurez pas suffisamment d'informations pour investiguer et aller plus loin dans le détail. Et ça, grosso modo, finalement, on pourrait dire finalement que n'importe quelle base peut le faire. Et là, après, l'idée, finalement, c'est d'avoir il y a un parti pris sur les bases de données temporelles pour mieux gérer tous ces aspects-là, mais finalement, en ne gérant que ce qui est d'usage là. Donc, finalement, l'idée des bases de données temporelles, c'est de pouvoir supporter un très grand nombre d'écritures, mais aussi un très grand nombre de requêtes. Et l'idée étant toujours, souvent, d'avoir de représenter les données dans une logique de temps réel, avec une certaine prime à la fraîcheur. L'idée étant de dire finalement ce qui vous intéresse quand vous faites du monitoring opérationnel, c'est pas les stats d'il y a un mois ou de la semaine dernière, c'est plutôt les dernières stats, et c'est celle-là que vous voulez voir remonter en priorité. Et ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que finalement quand vous demandez des stats sur un an, vous ne voulez pas forcément que l'ensemble des points pour cette donnée-là soit représenté. Donc du coup, le système, en fait, c'est simplifier la représentation des données en vous donnant finalement en utilisant suffisamment de points pour vous donner une tendance qui est fidèle à la réalité, sans pour autant récupérer tous les points. Une base de données temporelle aussi, elle sait gérer des données finalement qui sont régulières ou irrégulières. Il y a des mécanismes de soit je récupère en tout cas, elle se débrouille avec, il n'y a pas de souci. Par exemple, dans une flux DB, si à un moment vous remontez des données qui sont nulles, il ne va pas les stocker. Donc, du coup, il va juste attendre l'étape d'après. Et l'idée, finalement, c'est que ces données temporelles soient efficientes en termes de stockage, donc soit par de l'échantillonnage, et pareil, et qu'ils puissent être en mesure d'être requêtés facilement. Donc, sur les besoins et les usages, on les a un peu traités finalement, alors avec la démo, vous ne voyez pas grand-chose, mais en fait, l'idée, dans la première étape, dans les besoins qu'on a autour de cette plateforme-là, c'est de pouvoir collecter en tout cas nos données, de pouvoir explorer, on veut investiguer, on veut pouvoir regarder, essayer de les comprendre, les corréler, et ainsi de suite. Une fois qu'on a vu un peu ce qu'il y a dedans, on va vouloir essayer de les visualiser, c'est-à-dire de les rendre un peu finalement persistants, cette phase d'exploration. Une fois qu'on les a rendues persistantes, on veut pouvoir donc surveiller et observer ce qui se passe. Et enfin, on veut pouvoir alerter. Donc pour ça, finalement, la plateforme TIC, en fait, qui est une plateforme qui est réalisée par la société Influidata, qui est aux États-Unis. Et au départ, en fait, ils ont démarré par la partie InfluDB, donc qui est au milieu. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont élargi leur écosystème pour traiter en fait l'ensemble du process, depuis la phase d'ingestion de la donnée, jusqu'à la phase de stockage avec InfluDB, et après donc toute la phase de traitement, visualisation, alerte,
avec les parties chronographe et un capaciteur. Donc globalement, la plateforme, tout est, en termes de langage, c'est du Go. Je vous ai mis donc les différentes versions, sachant que certaines ont été mises à jour la semaine dernière, je crois, de mémoire. Donc ça bouge pas mal en ce moment. Il y a quand même eu pas mal un regain d'activité depuis quelques mois. Genre depuis l'automne dernier, ça a pas mal bougé. Avec des projets donc, qui sont plus ou moins matures suivant le cas, mais qui avancent pas mal. En fait, donc, si on commence donc, la partie télégraphe, je voulais un petit peu montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment la phase qui est c'est la partie agent. Vous allez déployer par exemple sur vos serveurs depuis lesquels vous voulez récupérer des données. Et c'est cet agent qui va vous permettre de récupérer les données du système, de votre application ou d'un service SaaS ou peu importe, et ensuite la remonter vers votre plateforme de stockage, donc InfluDB par défaut, mais il y en a d'autres. Télégraphe, aujourd'hui, grosso modo, il y a au moins une centaine de flux en input, en output. Alors, il y en a 100 flux de chaque côté. Les plugins en input, en fait, c'est les plugins qui vont aller dans votre système, dans vos applications et récupérer les données. Donc typiquement, le petit bout de Python que j'ai créé tout à l'heure, ce serait des plugins d'input. Vous allez pouvoir récupérer des données qui viennent de données, des métriques système, des métriques réseau, des bases de données, de PHP, de Java, de ce que vous voulez. Vous allez donc pouvoir récupérer pas mal de choses comme ça. Par défaut, il y en a, je crois, 100 ou 150. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont disponibles par défaut, prêtes à l'emploi. Il y a juste quelques variables à tweaker, et puis ça roule. En output, en fait, ça va être la destination de vos données que vous avez récupérées. Donc par défaut, c'est une InfluDB, mais ça peut être du Elasticsearch, du Kafka, MQP, CloudWatch, Graphite, ce que vous voulez. Il y en a pas mal. Donc là, après, c'est pareil, vous pouvez très bien finalement utiliser que Telegraph dans votre SI sans utiliser toute la plateforme TIC si vous avez déjà d'autres choses qui existent, quoi. Et effectivement, donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut faire des custom functions. Donc du coup, vous pouvez très bien embarquer des... Je ne sais pas si vous avez une appli Java ou autre, il faut très bien en fait, récupérer des métriques de cette application Java et les remonter derrière vers InfluDB. Donc justement, donc InfluDB, c'est la partie stockage de la plateforme. Donc si on reprend le principe du NoSQL, il n'y a pas de schéma autour d'une table. Alors, le mot table, on verra plus tard. Il y a des types de données qui sont très simples. On a du string, du float, integer et boolean. En fait, une fois que les données sont stockées, donc, en fait, on a un SQL-like avec un langage qui est InfluxQL qui est quasiment du SQL. Il y a quelques fonctionnalités aujourd'hui qui ne sont pas supportées. On ne peut pas faire de subqueries sur des... En fait, on peut faire que des subqueries au sein d'une même table. On ne peut pas faire du join entre différentes tables. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Mais globalement, déjà, en tout cas, sur une table donnée, on peut faire à peu près ce qu'on veut en SQL. On peut donc utiliser déjà toute une série de fonctions, donc de moyenne, de somme, de min, max, etc. Ce qui permet déjà de traiter pas mal de données. On a donc la notion d'échantillonnage, donc là elle est à deux niveaux. La partie continuous queries sert en fait à faire plutôt un système de cache. Si vous avez des requêtes que vous faites tout le temps qui sont assez énergivores, plutôt que de les exécuter au moment où vous chargez les données, vous pouvez en fait sur un système en tâche de fond qui va les exécuter régulièrement et vous permettre d'avoir du coup déjà une donnée prête à l'emploi. La partie retention policies, en fait, c'est plus de pouvoir définir une durée de vie sur vos données. Donc, par exemple, vous pouvez dire je garde mes données sur 1 an. Et au fur et à mesure, donc, la base supprimera les anciennes données. Mais c'est aussi, en fait, vous allez en fait avoir votre table. Et en fait, il y aura un peu une sorte d'axe parallèle en disant, par exemple, sur ma table, en fait, sur mes données par défaut, je vais les stocker par exemple toutes les minutes. Au-delà d'un jour, je vais dire, tiens, je vais garder un échantillonnage que une fois toutes les 5 minutes. Au-delà d'un mois, ça va être un toutes les heures, ou je ne sais pas combien. Et en fait, du coup, vous pouvez définir une stratégie de stockage efficiente et qui s'adapte à vos besoins. Et en fait, donc, on discute avec InfluDB, donc soit principalement à travers une API HTTP, et on peut aussi dialoguer via UDP.
Et bien sûr, donc, ça fournit la couche d'authentification et d'autorisation classique. Vous définissez une table et vous pouvez mettre des utilisateurs, donner des permissions classiques. Aujourd'hui, il y a des clients dans tous les langages. Et on peut aussi interagir en ligne de commande avec InfluDB si besoin. Pour ingérer des données dans InfluDB, en fait, ils ont le line protocol, qui est en fait la syntaxe qui est la suivante. Donc en fait, il y a une notion de measurement qui, en fait, dans un monde SQL, reviendrait à une sorte de table. Ensuite, on va retrouver les tags, qui sont des métadonnées, qui permettent finalement de donner un contexte à votre donnée. Et donc ça serait des colonnes, ce serait un premier niveau de colonnes, et elles sont optionnelles. Et ensuite, vous avez les fields, en fait, qui sont toujours des couples clés-valeurs, mais qui sont vraiment, du coup, la valeur réelle, enfin, le métrique final, en fait, de votre donnée. Et puis, un timestamp qui serait, finalement, une sorte de clé primaire. Quelques exemples, rapidement. Donc, le premier cas, ça serait, donc, j'aurais un measurement de type CPU, donc ce serait une sorte de table dans un monde SQL. La partie tag, ça serait la partie host et la partie région, qui donne juste finalement un contexte autour de ma donnée. Et par contre, le métrique en tant que tel, c'est le fait que mon CPU vaut 0,64, plus un timestamp que moi, j'ai pas mis, mais que j'ai abrégé. Donc du coup, et sachant qu'on peut à chaque fois, aussi bien pour la partie tag que pour les parties fields, on peut mettre du multivaleur. Donc il n'y a vraiment aucune limite de stockage. En tout cas, on peut décrire des choses très riches si besoin. Et typiquement, la dernière ligne, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, très mon code Python, en fait, où c'est donc le measurement qui a été créé en fait, par le script, c'est le premier. J'ai déclaré que c'était en dollars, et après j'avais la valeur d'achat et la valeur de vente de mes bitcoins. Et en respectant en fait ce protocole, donc du coup, on peut injecter des données dans InfluDB. Une fois qu'on a stocké finalement nos données dans InfluDB, on peut rentrer dans la partie chronographe, qui en fait va pouvoir, comme on l'a pas trop vu tout à l'heure, mais finalement faire toute la partie exploration de données. Donc par autocomplétion et donc par des assistants, ils vous proposent tous les champs qui sont disponibles. Et après, vous pouvez facilement cliquer et voir comment vos données réagissent. Ensuite, donc, on peut effectivement créer des dashboards. Ça permet aussi de faire tout ce qui est administration et requêtage d'InfluDB. Historiquement, il y avait un client HTTP dans InfluDB qu'ils ont déprécié, et toute la partie administration était remontée dans Chronograph. Et après, on peut définir toute la partie alerte. Donc là, ce qui se fait avec l'intégration avec Capacitor, que je vais vous présenter juste après. Capacitor, en fait, c'est vraiment la brique de processing et d'alerting de InfluDB. Donc en fait, ils ont fait ce qu'ils appellent un tick script, c'est un DSL qui permet de faire des fonctions et de déclarer ce qu'on veut traiter. Il peut fonctionner aussi bien en mode stream qu'en mode batch. Donc voilà, ça peut être des choses qui soient au fil de l'eau. Il réalise des fonctions, soit c'est une fois de temps en temps, suivant vos besoins. Vous pouvez discuter donc soit avec au travers d'une API HTTP ou en ligne de commande. Et pareil, vous pouvez définir vos propres fonctions. Et ensuite, il y a une capacité de replay, donc vous pouvez très bien enregistrer finalement un scénario et derrière le réappliquer en changeant vos fonctions et voir du coup comment il se comporte. Ce qui peut être intéressant pour quand vous changez mettons des seuils ou des alertes. Vous pouvez tester vos changements avant que ça n'arrive pour de vrai. Donc là, un exemple de tick script qui reprend une approche un peu fonctionnelle et c'est classique. Mais je ne vais pas trop vous en parler parce qu'en fait, il y a un gros chantier en ce moment au niveau de InfluDB pour unifier en fait, finalement le InfluxQL et le tick script sous le doux nom de IFQL. Donc ils ont fait une version 0.05 qui est sortie il n'y a pas longtemps, où en fait ils essaient d'unifier finalement ces deux langages. Parce qu'aujourd'hui il y avait des choses qui étaient possibles en InfluxQL et des choses qui étaient possibles en tick script, sauf qu'en fait quand vous voulez utiliser les deux, c'était un peu compliqué. Typiquement, les joins que je dis, on ne peut pas le faire en InfluxQL, on peut le faire en tick script. Mais donc du coup, les gens qui utilisent la plateforme doivent monter sur les deux langages. Et c'était un peu fastidieux. Donc là, l'idée, ils sont en train de tout remettre à plat et de dire finalement tout ce qu'on ne pouvait pas traiter avant ou d'éviter en fait, d'avoir deux langages et de tout basculer sur IFQL. L'idée en même temps, c'est de répondre à des besoins
qui sont non traités ou partiellement traités. Aujourd'hui, on pouvait faire des subqueries au sein d'un même measurement, et encore avec des restrictions. Là, du coup, il y a des choses qui sont maintenant possibles avec IFQL. Il y a pareil des groupes by, il y a certaines clauses qui étaient un peu limitées. Donc là, on arrive à faire des choses plus sympas. L'idée aussi pour eux, c'est de découpler finalement toute la partie stockage et la partie requêtage, c'est un peu la grande tendance du moment. On sera toujours capable de faire nos propres fonctions d'utilisateur si on a besoin. Et donc tout ça en fait est censé arriver cet été avec la sortie de InfluxDB 1.6. Aujourd'hui, SQL, en fait, il est déjà intégré dans Puy. Il y a un début d'intégration depuis la version 1.4 de InfluxDB qui doit remonter à cet automne. Et là, en fait, l'idée, c'est que ça arrive officiellement dans InfluxDB avec la version 1.6. C'est un peu ambitieux, mais bon. Donc, un exemple d'ISQL, où l'idée, finalement, c'est juste une approche pour trouver un fonctionnel assez classique. Il faut juste aimer. Je vous ai mis les deux liens qui présentent en fait la vision de Paul Disk, qui est le CTO en fait de InfluxData. Il a fait une conf début mars. Ils ont fait les Influx Days à début mars, où il présente justement toute cette vision qu'il a autour d'InfluxDB et de la plateforme TIC, en reprenant même finalement d'où il vient avant, pourquoi il a fait InfluxDB et jusqu'où il veut aller. C'est assez intéressant. Et il présente bien vraiment finalement tous les enjeux autour d'ISQL, de pourquoi ils veulent le faire de façon plus détaillée, avec pas mal d'exemples. Donc c'est pas mal. Alors du coup, oui, pas beaucoup plus. Je vais essayer. On va essayer ça. Est-ce que vous voyez un peu plus? Ouais, un peu plus. Donc là, en fait, l'idée, c'était au départ, c'est ce qu'on devait faire dans le premier dashboard. Donc là, j'avais une autre instance en parallèle qui savait me le montrer. Donc l'idée, c'est juste de montrer différents exemples. Donc ça qui disparaît. Donc toujours sur la base de nos chers Bitcoin. Pourquoi il y a Hop, voilà. Donc c'est ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure. Et voilà. Voilà, reviens. Moi, j'ai mis du coup quelques exemples. Mais aujourd'hui, en fait, finalement, en anticipant un peu le bilan d'après, c'est qu'aujourd'hui, la partie finalement chronographe et capacitor, c'est pas encore assez mature. Chronographe, ils l'ont réécrit 2 fois en très peu de temps. Il y a eu une version 1.0 de chronographe, en 1.1, ils ont tout cassé. Enfin, c'était un peu assez compliqué. Et aujourd'hui, on est clairement pas, la fonctionnalité avance, elle avance pas mal sur ces derniers temps, mais clairement pas forcément très finalisée, ou elle va pas jusqu'au bout de ce qu'on voudrait ou ce qu'on pourrait attendre. Et c'est vrai que du coup, c'est là où on a tout l'intérêt d'avoir la plateforme Grafana en solution à côté, qui est vraiment super sympa et qui méritait vraiment bien sa baseline. Donc finalement, le Grafana, donc pareil, c'est fait en Go. La version 5 est sortie début mars. Lors de la conférence Grafana, et donc c'est sous licence Apache. En termes de fonctionnalité, en fait, le gros avantage aussi, c'est que c'est multisource. Donc vous pouvez vous brancher sur du Elasticsearch, sur du InfluxDB, du Postgres, du MySQL, du CloudWatch, il y en a 30. Donc ça peut être vraiment une interface, un outil pour vraiment centraliser l'ensemble de vos interfaces en un lieu, et avec des fonctionnalités donc sympathiques. Donc on va retrouver un éditeur de requêtes, une couche de visualisation. Toute la partie monitoring et alerting est intégrée dans la plateforme. Elle est extensible. Donc en fait, au travers de la communauté, vous pouvez soit partager des dashboards, vous pouvez récupérer des plugins. Donc la plateforme est assez ouverte. Et après, donc la partie collaboration, donc il y a une couche vous pouvez définir des organisations, vous pouvez vous authentifier les utilisateurs. Vous pouvez faire des annotations, vous pouvez partager vos dashboards, donc un système de versionning. Donc finalement, c'est pas quelque chose que vous gardez dans votre coin. Finalement, moi j'ai un de mes clients, donc par défaut, je lui fournis un jeu de dashboard, et puis il y a des choses où il fait des annotations dessus, où il rajoute des dashboards ou des métriques s'il a besoin. Et donc c'est assez sympathique. Et ça fournit aussi une API HTTP. Donc par exemple, si vous avez des alertes,
mais que vous ne voulez pas vous appuyer sur le système d'envoi de mail ou de notification de Grafana, vous pouvez récupérer pas mal d'éléments via l'API HTTP. Alors là, du coup, je vais pouvoir vous la montrer par contre. Pardon. On va essayer de faire quoi? Ouais. Alors si on veut refaire la même chose de ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Hop. Hop. DB. Je la remets en... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que... Alors attends, je vous remets en... Hop, ça sera mieux. Donc là, en fait, rapidement, j'ai défini une source InfluDB. Je veux créer un dashboard. Donc, par exemple, si je refais un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, je peux l'éditer. Je vais retrouver donc les fameux... Je sais pas où... Ouais, c'est trop petit. Hop là. Ça va comme ça? Donc la partie measurement qu'on avait tout à l'heure, donc par exemple si je retrouvais mon cours de change, hop, je peux récupérer le bail. Hop, je le groupe par minute. Hop là. Et donc du coup voilà, donc là typiquement j'ai mon éditeur de dashboard. Ça c'est le temps qu'il m'a fallu pour rejoindre Brestcamp tout à l'heure. Et je peux lui mettre un... J'ai dit que c'est du bail, donc achat. Donc voilà, donc l'idée finalement, donc rapidement, on a donc cet éditeur de requête qui permet de récupérer des données, les grapher. Si par exemple je veux définir une alerte, je peux dire, hop. Donc, je peux lui donner donc un temps d'exécution, je peux lui donner une fonction, je peux lui donner éventuellement une durée, donc si c'est sur 5 minutes, 10 minutes, ainsi de suite. Et si par exemple mes bitcoins, je peux dire que je veux, si ça descend au-dessous de 8000. Hop. Hop là. Du coup, je peux créer une alerte très facilement. Et ping. Donc, mon fameux versionning. Alerte. Et du coup, je peux grapher et finalement me faire mon système d'alerting très rapidement. Reviens là en arrière. Voilà, en quelques clics, il faut juste un peu faut connaître, de toute façon, sa base InfluDB, dans tous les cas, il faut la connaître. Mais en tout cas, à travers l'éditeur, on peut déjà faire pas mal de choses de façon très simple et de façon automatique, quoi. Hop. 10 minutes. Après, je pense que là, effectivement, si on va aller plus loin, on peut... Là, je vais m'amuser à grapher donc, tous les différents éléments. Voilà, ça se fait très, très vite. Il n'y a quasiment aucun prérequis. Il faut juste un peu prendre le temps. Et puis voilà, quoi. Et on arrive à bâtir des dashboards qui peuvent être assez avancés très rapidement. Par exemple... ouais. Si, c'est bon. Donc là, on a différents... Là, c'est un dashboard qui va surveiller en fait tous les conteneurs d'une de mes machines. Donc on va retrouver donc, des stats par dashboard, le nombre d'images. Enfin, on peut exploiter vraiment toutes les données qui sont mises à disposition. Et là, pareil, je m'appuie en fait que j'ai juste activé le plugin Docker pour Telegraph. Il me remonte toute une série de stats. Et après, c'est à moi de les récupérer, de regarder ce qui se passe, ainsi de suite. Et ça, pour le coup, les plugins NeoTelegraph sont assez bien documentés. Donc vous allez voir directement les indicateurs, qu'est-ce qui vous remonte quoi, ainsi de suite. Un autre exemple que je peux vous montrer, c'est... pour un de mes clients, par exemple, on a la réplication MySQL, donc la ligne ici.
Donc je peux grapher donc très facilement le retard qu'a mon réplica vis-à-vis du maître. Et derrière, ici, je peux montrer très rapidement est-ce que ça fonctionne, oui, non. Est-ce que les deux process tournent, oui, non. Quel est mon retard et éventuellement quelle est la dernière erreur. Donc à partir du moment où la donnée est disponible, vous pouvez la remonter très très facilement, quoi. Hop là. Ces exemples. Voilà. Globalement, la prise en main, elle est super simple. J'espère que même si l'effet démo est un peu raté au début, parce que vous ne voyez pas grand-chose, mais franchement, ça va très vite. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour arriver à faire ses premiers graphes. Et donc après, du coup, ça va être très itératif au fur et à mesure. À un moment, par exemple, typiquement, j'avais regardé je fais du monitoring j'infogère des clients. Au début, j'avais regardé les Zabbix ou des choses comme ça, donc ils sont très bien, mais finalement, je suis revenu à InfluDB que j'utilisais au départ donc pour surveiller de la température et de la pression chez moi, parce que je trouvais ça plus simple, ça montrait directement les dashboards dont j'ai besoin, j'ai pas besoin de cliquer partout. Alors finalement, il y a un petit effort faut créer ces dashboards, mais en tout cas, je trouve qu'en termes de confort de lecture, en termes de simplicité, d'extensibilité, je trouve ça, franchement, c'est quand même super simple. La documentation, elle est plus ou moins bonne, ça dépend sur quelle partie on est. Il y a eu pas mal d'efforts des deux éditeurs, donc ça s'améliore. Sur la partie déploiement, c'est très simple. C'est des projets en Go, ils sont packagés partout, ça a des images Docker, c'est très simple à déployer. Sur la partie performance, pareil. J'ai un serveur de monitoring, au départ, c'était un Raspberry Pi, quoi, donc c'est quand même pas non plus des foudres de guerre. Et ça marchait très très bien, sans tout cramer. Donc en termes de performance, ça marche super bien. Et c'est vrai que moi, par rapport à mes besoins de monitoring aussi, qui ont évolué avec le temps, ou des fois de récupérer des données et puis de les grapher, ça marche super bien. Donc franchement, une bonne surprise. Si on essaie de regarder un peu rapidement l'écosystème, alors les solutions, je ne les connais pas forcément. Il y en a que j'essaie de regarder un peu, mais pas forcément le temps de le faire. Donc Prometheus, aujourd'hui, finalement, on voit, on en parle beaucoup parce que c'est un projet CNCF. Moi, je crois qu'il y a un talk demain ou vendredi, je ne sais plus sur le sujet. Donc ça pourrait faire le tour des bases de données temporelles. Ça a l'air très bien. Je sais qu'InfluDB doit s'interfacer avec Prometheus bientôt pour la partie stockage. Pour l'instant, en regardant rapidement, le seul point que j'ai pas... l'avantage que je trouve avec TIC, c'est que moi, tout est rassemblé. Dans Telegraph, j'ai un seul agent qui fait tout. De ce que j'ai compris de Prometheus, c'est plus, il y a un exporteur pour chaque type de métrique. Et donc, du coup, c'était plus fragmenté, ça m'intéressait moins en termes de surveillance. Mais là, bon, je parle, si quelqu'un connaît Prometheus mieux que moi, je peux dire des bizarreries. Ensuite, on a TimescaleDB qui apporte la notion de time series sur Postgres, ce qui peut être intéressant. Il y a Gnoshi qui est fait par un Français, je crois, de mémoire, qui, lui, a priori, est plutôt axé sur la partie scalabilité et multitenant. Voilà. Il y a OpenTSDB qui est plutôt la version historique, qui est donc très, très distribuée, mais qui s'oppose à un back-end Edgebase ou Bigtable. Donc on rentre dans la partie Hadoop et tout ce qui va bien. Donc pas forcément besoin. Il y a Warp10 il y a un talk juste après, une université juste après, qui est fait par des Français aussi, qui est aussi orienté sur Geo et Time Series, donc il fait les deux à la fois, qui est utilisé notamment par BlaBlaCar, OVH et Matternet, qui a eu un moment un back-end Hadoop oriented, et puis là je crois qu'il y a un mode standalone, mais pareil, je ne pourrais pas en dire plus. Allez voir du coup la conf qui est juste après. Et après, donc, effectivement, on peut se retrouver sur ELK, sauf qu'aujourd'hui, après ça va peut-être dépendre des versions. On doit pas faire des choses avec ELK, il y avait des choses avec Timelion en plus, il y a des choses dans XPack pour arriver à peu près au même niveau. Mais sauf qu'après, la partie juste base de données temporelle, c'est pas forcément l'usage premier de ELK. Donc si vous avez déjà de l'ELK, vous pouvez finalement l'étendre pour répondre à ce besoin-là. Après, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour commencer sur ce besoin-là. Et si vous passez par XPack, il faut absorber le coût des licences. Mes prochaines étapes, moi, sur ce sujet-là, c'est pour l'instant, j'ai pas eu besoin de regarder la partie Continuous Queries. Alors que j'ai plus d'1 an de stockage et pour l'instant, ça marche très bien. Pareil, la partie Retention Policy, j'ai pas eu à regarder, il faudrait que je regarde, juste par curiosité. Un truc qui était un peu pénible sur Grafana 4, c'est que les dashboards, ils existaient que entre guillemets à la main. Vous pouviez éventuellement exporter
votre dashboard sous forme d'un tableau, d'un objet JSON. Dans la version 5, a priori, ils ont pas mal revu ce sujet-là. Donc on peut plus facilement industrialiser ou piloter nos dashboards. Ça, j'ai pas encore le temps de regarder. Il y avait Wheezy, qui était une solution qui permettait de gérer ça en attendant. Et après, donc c'est plus un travail un peu, pas quotidien, mais régulier, d'enrichir mes dashboards pour finalement améliorer tout ce qui est observabilité, les alertes, pour avoir des systèmes, un système de monitoring plus performant. 4 minutes. Ouais. Donc un peu en conclusion, l'idée c'est de dire finalement tout ce qui est série temporelle, finalement, c'est adapté essentiellement sur la partie événements et métriques. Aujourd'hui, on a un trio qui est vraiment sympa pour faire ça. Ça va être Telegraph, InfluDB et Grafana. Sur la partie chronographe et capacitor, je pense qu'il faut clairement attendre un peu. Alors je le disais déjà avant que l'arrivée d'IFQL, parce que j'ai fait la conf à Codeur en scène, avant qu'ils annoncent IFQL. Là, vu qu'en plus ils sont en train de tout remettre à plat, clairement, il faut attendre. Et j'espère que ça vous aura donné des idées d'implémentation possibles, sachant que vous pouvez graffer tout, vraiment tout et n'importe quoi avec ces sujets-là. Du coup, c'est des questions. Pardon. Oui. Ah. Oui, merci, c'était très intéressant. J'ai une question sur les continuous query et le capacitor. Dans quel cas est-ce qu'il faut mieux préférer l'un que l'autre? Parce que finalement, ça remplit un petit peu la même fonction. Ça pourrait. Ils ont fait un article de blog avant-hier sur ce sujet-là. Je ne l'ai pas lu, je suis désolé. Je le savais, je l'ai vu, je suis sûr, il faut que je le dise, mais je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas vous répondre. Là, je ne saurais pas. Voilà, à part dire, allez voir sur le billet de blog où ils font justement, c'est le titre du truc, c'est entre les deux, lequel choisir, quand choisir lequel choisir et quand. Là, je ne saurais pas vous répondre. Après, la réponse partielle serait de dire, dans la mesure où de toute façon, la partie TickScript qui est dans Capacitor va disparaître, remplacée par ISQL, peut-être mieux l'envisager pour l'instant à travers les continuous queries. Mais après, voilà, je pense qu'il faut vraiment lire le billet et voir dans les cas d'usage associés, quoi. Je vous remercie pour votre présentation. J'ai pas trop bien compris pourquoi vous avez préféré une autre solution à part une solution classique telle que Nagios, par exemple, Cacti, pour faire ce genre de graphique. Et ce choix a été pris... Il y a une raison très bête, c'est vachement plus joli. Par rapport à des graphes, RD Tool ou ce que vous voulez. Voilà, je trouve, donc il y a ce côté-là. Il y a quand même un passif en image qui est un peu négatif, on va dire, je pense, autour de ces solutions-là, comme étant un peu un peu marquées, comme étant un peu vieillissantes. Après, je ne connais pas expert sur le sujet. Hein, donc c'est vrai que j'ai pas une image très positive, en tout cas, de ces plateformes-là. J'ai essayé Zabbix, à un moment, quand j'ai un ami client, il m'a demandé, mais il faut que j'ai du monitoring. Je suis OK, d'accord. Cacti, machin, j'ai pas spécialement envie. Je fais, tiens, Zabbix, ça le vend en poupe en ce moment, c'est le nouveau truc. Je vais regarder. Donc j'ai déployé Zabbix. Je trouvais ça inutilement compliqué. Et franchement, j'ai reconstruit les mêmes dashboards très très rapidement dans InfluDB. Au moins, c'est présenté suivant mon organisation à moi, où je peux faire... Là, j'ai des exemples où je les organise plus par serveur, mais je pourrais très bien dire finalement sur le même dashboard, j'ai une vue globale de mon système. Et du coup, je peux comparer des choses beaucoup plus facilement. Un truc finalement que je ne vais pas forcément montrer, que je peux... Est-ce que vous la voyez? Oui. La petite barre rouge là, qui est partout, elle est bête, mais du coup, on peut plus facilement voir s'il y a un événement. Enfin, en tout cas, on peut croiser la même échelle de temps partout sur les graphes. Et on peut du coup regarder si éventuellement il y a un lien entre des événements. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Et puis le fait de pouvoir faire ces dashboards. Donc il y a un côté qui est non productif. Effectivement, Zabbix ou autre, ils vont arriver avec des dashboards pré-l'emploi, peut-être plus fins. Quand moi, aujourd'hui, avec InfluDB, on est obligé de faire ces dashboards un peu soi-même. Par contre, je trouve le gros gain qu'on a, c'est qu'on les organise comme on veut.
et on prend que ce qu'on veut, quoi. Après, pareil, bon, Zabbix, j'ai pas passé 2 heures non plus, donc j'ai pas eu l'impression d'avoir cette souplesse et puis globalement, en termes de ressources, ça me prenait rien, quoi. Le total, sur les 5, maintenant il y a 8 serveurs pour un de mes clients, c'est sur une machine qui a un processeur, 512 mégas de RAM et il roule, quoi. D'accord. Et que ça m'évitait d'avoir un outil de plus. Ok. Moi, je ne suis pas un expert en Zabbix, Oui, non, mais plutôt en Nagios. Est-ce que c'est possible de superviser n'importe quel genre de service, n'importe quel genre de machine, de source des données avec cette solution ou pas? Parce qu'avec Nagios, on peut ajouter des plugins qui vont permettre de reporter de l'information. N'importe quel protocole que j'ai envie de superviser, monitorer, ça se fait plus ou moins facilement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas eu de... J'aurais tendance à dire, je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai pas eu de cas où je me retrouvais sans rien. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est les métriques système de base, disque, I/O, kernel, blablabla, ça c'est fourni par défaut dans Telegraph. La partie ensuite Nginx, MySQL, Postgres, CloudWatch, toutes ces choses-là, il y a plein de plugins qui existent. Il y en a 350, il y en a au moins une centaine à chaque fois dans les plugins d'input sur Telegraph. Et ça traite des trucs système, une couche applicative, ça s'interface avec du MailChimp ou d'autres solutions SaaS éventuellement. Donc après, je dirais la seule limite, c'est là que ça existe, quoi. Ou alors après, via les custom functions, on peut le faire soi-même, quoi. Donc après, ça dépend. Alors finalement, l'écosystème est peut-être moins riche aujourd'hui qu'un Nagios, parce que il est moins présent depuis moins longtemps. Oui. Mais je crois que par exemple, les gens de chez Infuse-Data disaient, je crois qu'il y a un seul développeur sur Telegraph, et la communauté a fourni au moins 100 plugins de chaque côté, en input et en output, en très peu de temps. Donc moi, en tout cas, sur des besoins d'infogérance classique, pour l'instant, j'ai pas eu de « Ah, tiens, il n'existe pas, qu'est-ce que je fais, quoi ?» En tout cas, par rapport à Nagios, oui. J'ai cru entendre que 80% de solutions de monitoring qui sont installées aujourd'hui dans les entreprises ou dans les boîtes font appel à Nagios. C'est très populaire, très utilisé, même dans des environnements cloud, par exemple, ou des data centers. Oui. Après, finalement, c'est des choix. Je pense que des infogéreurs classiques restent sur ces solutions-là. Libre à eux, chacun après. Aujourd'hui, je reconnais que que faire l'équivalent dans la plateforme TIC et Grafana demande un peu plus de travail, dans la mesure où les dashboards, il faut les refaire et c'est un peu moins prêt à l'emploi que peut-être des solutions comme Nagios et compagnie, quoi. Mais ça s'améliore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, Tu parlais d'échantillonnage tout à l'heure des données. C'est facile de le faire a posteriori. Tu as des mécanismes soit sur InfluDB, soit des scripts qui permettent de le faire? Parce que le volume quand même est grossi très vite. En fait, les retention policies, en fait, tu peux les définir dynamiquement. Donc par défaut, il y en a une qui s'applique. Je sais plus si c'est infini je crois que par défaut c'est infini, donc il n'y en a pas. Et après, tu peux les rajouter au fur et à mesure. Et du coup, finalement, ça fait un peu ce que j'appelle des axes parallèles. J'ai un peu du mal à modéliser finalement, tu auras ton measurement, et puis tu auras différentes retention policies qui vont s'appliquer à ton measurement. Et donc, du coup, tu vas pouvoir... tu peux en rajouter au fur et à mesure. Après, je dirais la limite, c'est si tu demandes un échantillonnage plus large que ce qui a été fait avant, si la donnée a déjà été échantillonnée, tu ne pourras pas le faire. Mais en tout cas, tu peux le rajouter au fur et à mesure. Et tu peux l'ajuster au fur et à mesure de tes besoins. Et c'est par measurement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pose beaucoup de questions parce que je travaille que avec des séries temporelles dans mon travail, donc ça m'intéresse énormément.
Et parfois, je reçois des jeux de données du client qui sont ponctuels pour une étude sur des données historiques. Donc, je reçois, je sais pas, 100 gigas de données d'un coup. Ouais. Et il faut que je les mette dans une base de données pour que mes data scientists puissent travailler dessus, pour qu'on puisse faire des analyses sur les données. Ma question, c'est est-ce que Telegraph peut remplacer le travail d'un ETL? Ou est-ce qu'il travaille principalement en stream, quoi? Question piège. Ouais, c'est une spécialité. Aujourd'hui, par exemple, si on fait ce que j'ai fait dans l'exact plugin, l'histoire d'appeler un script Python ou peu importe qui apparse un truc, j'ai envie de dire oui, à la limite dans ton script Python, tu fais si j'ai un fichier, ben je le prends. Si j'en ai pas, je fais rien. Donc, ça doit marcher. Après, est-ce que c'est vraiment adapté à ça? J'ai pas traité ce cas-là. Mais pourquoi pas? Mais après, tu peux aussi dire, je fais mon client InfluDB qui injecte directement dans InfluDB, quoi. T'es pas obligé de passer par Telegraph. Tu peux aussi dire, ce que tu veux, tu reprends le line protocol où tu fais un tableau JSON qui va bien et tu l'injectes dans InfluDB, tu peux faire pareil, quoi. Tu n'es pas obligé de passer par Telegraph pour ingérer de la donnée dans InfluDB. Je pense que finalement, Telegraph, c'est plus sur des choses qui sont régulières, récurrentes, au fil de l'eau. Même si c'est au fil de l'eau, peut être un peu espacé, mais c'est pas un ETL, je pense que c'est pas vu comme un ETL, quoi. J'aurais tendance à plutôt faire un client, enfin passer par un client InfluDB et puis injecter les données quand j'en ai besoin. Une autre question? Non, mais c'est bon. Bon, super. Merci beaucoup.